Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du 11 avril 2024. Aujourd'hui, on va voir l'inflation aux US qui repart. C'était la news, la grosse news d'hier. C'était une news qui était très attendue par le marché, forcément. Et on va voir pourquoi dans la vidéo. Et aussi, on va regarder qu'en est-il pour le BTC, puisqu'on sait donc que l'inflation commence à repartir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le BTC, pour le futur, plus généralement sur le marché des crypto-monnaies. On commence directement avec la map des cryptos. On voit qu'on a une map plutôt tempérée. Je ne sais pas si ça se dit, en gros, moitié vert, moitié rouge, avec étonnamment des volumes qui sont très très bas. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas connu des volumes aussi bas que ça en pleine semaine de manière quotidienne. Je me souviens il y a 2-3 semaines quand je faisais des vidéos, tous les jours on était à 50, 60, 70 milliards sur BTC, je voulais dire, et sur ETH on était à 20, 30, 40 milliards à chaque fois, peut-être pas 40 mais on était quand même très très haut. Et je disais justement que moi j'avais l'habitude de voir des volumes comme ça, et ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu une période assez calme sur les marchés et des volumes plutôt normaux. Niveau prix, BTC, on est à peine au-dessus de 70 000 $, ce qui est assez étrange, on va le voir dans la vidéo, puisque niveau macroéconomie, niveau news, macro, eh bien, on a eu la mauvaise nouvelle de l'inflation. Alors comment ça se fait que le prix du BTC soit plus haut, par exemple, que hier? On va voir ça tout à l'heure. Et niveau de l'Ether, on a un petit peu de retard, on est à 3500. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'assez important ici à dire? On a Uniswap qui accuse le coup d'un moins 15%. Selon moi, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est parce que il y a eu l'annonce de vouloir combattre la SEC. Pourquoi? Parce que la SEC, en fait, ça fait 1 an, 2 ans maintenant qu'elle attaque tous les exchanges, tous les CEX, CEX. Et une fois que tout ça sera fait, qu'elle aura bien laissé la place à Coinbase, etc., que tous vos exchanges seront bien KYC, même typiquement, regardez en Europe, en France, on peut même plus s'inscrire sur Bybit. Et il y a eu un petit drama avec un nouvel exchange il n'y a pas très longtemps, qui était BitGet. Et bien la SEC, après, la prochaine étape, ça va être les DEX, donc les Decentralized Exchanges, et je pense pas qu'ils vont y échapper non plus. Donc si vous pouvez acheter vos cryptos, majoritairement vos BTC, on va dire, sans KYC, il y a des solutions, c'est mieux. Moi je l'ai pas fait, après je regrette, ça aurait été mieux de le faire, même si j'ai plus de BTC. Et donc voilà, voici la cause de la chute du token Uniswap. Mais quand même, il va aller nulle part, et la DeFi est là pour rester, hein. Clairement, on a Tao au moins 10% aussi. Et hier, on avait plutôt bien pump. On avait fait un top local à 640 $ et on a chuté à 550 $ pour aucune raison particulière. C'est un token qui est très 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 volatile. Et je pense qu'il a juste mal repris depuis la news de l'inflation. Et les volumes sont plutôt hauts, même si on est encore assez loin de nos plus hauts au niveau des volumes. Alors là, très rapidement, je regarde juste rapidement, hop. Niveau Cubic, c'est un explorer, il me semble, qui a été fait par la communauté, qui n'était pas là avant. Donc assez important, en vrai, si vous avez des Cubic, si vous voulez suivre l'évolution du projet, etc., un explorer, c'est toujours très utile, puisque on a des infos qu'on n'a pas sur CoinMarketCap ou CoinGecko, etc. Typiquement, la market cap, c'est assez compliqué de la trouver, etc. À l'époque, vous allez sur le Discord, vous la trouvez, mais un site qui regroupe toutes les informations, c'est plutôt pratique. Et on voit, en fait, on est redescendu assez bas, hein, parce que le top de Cubic, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 1 milliard de market cap. Je pense que c'était il n'y a pas plus de 3 semaines, on était à 1 milliard de market cap, donc là on n'est pas loin des fameux moins 50%, qui généralement vont être une assez jolie zone pour rentrer après une grosse correction. Voilà, moi je suis déjà rentré. Niveau Twitter, niveau news, on a Good Value qui nous partage le fait que Hong Kong serait sur le point d'approuver le premier ETF Bitcoin Spot d'Asie. Et en fait, c'était une news qu'on avait déjà eu auparavant, mais là, on sait que les autorités de Hong Kong, en fait, ce qui est important, c'est qu'ils ont accéléré le processus d'approbation pour asseoir l'attractivité de la ville. Donc ça, très intéressant, particulièrement parce que moi j'y suis, donc forcément... Je suis pour, et même au-delà de ça, c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Je pense qu'ils voient bien que là, les États-Unis, ils ont fait un carton plein avec le ETF Bitcoin, alors que c'est là-bas qu'il y avait le plus de régulation. Hong Kong, ou dire l'Asie, la Chine de manière générale, et même la Corée du Sud, etc. On a eu des news pendant le bear market avec telle ville, tel pays qui voulait accepter le Bitcoin, etc. Et il n'y avait pas trop de contrepartie, de difficultés apparentes, alors qu'aux États-Unis, dès qu'on parlait de la SEC, c'était vraiment, ça va être chaud, quoi. Et je pense qu'ils se sont un peu fait voler leur vedette, parce que aux États-Unis, ils l'ont déjà approuvé et ça roule. Et juste à titre informatif, en 3 mois, il y a eu pour 200 milliards de volume d'échanger rien que grâce à l'ETF. Donc c'est quand même beaucoup d'argent, on est clairement dans la cour des grands, et sur ça, tout le monde se mange bien grâce aux frais, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de demandes, quoi. Donc Hong Kong souhaite participer à la course, c'est bien normal, et forcément, comme dans tout, hein, personne ne veut être le premier
et personne ne va être le dernier. Donc dès que, après Hong Kong va accepter, une autre grosse ville va l'accepter, un autre gros pays va l'accepter, etc., et ça va faire un peu un effet boule de neige. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc la grosse news d'hier, la grosse mauvaise news d'hier, c'est que le taux d'inflation des États-Unis atteint 3,5%, dépassant les estimations. Donc les estimations, le consensus était à 3,4%. Donc en fait, c'était pas une réduction de l'inflation, chose qu'il ne faut pas confondre, c'était un ralentissement de l'augmentation de l'inflation. Et en fait, à chaque fois, peu importe si c'est 3, 5, 4, 2, on s'en fout, entre guillemets, ça change, oui, mais on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est de comparer ça par rapport au consensus, par rapport à ce qui était attendu par le marché. Ce qui était attendu par le marché, selon les études des analystes, c'était 3,4. Donc si ça avait été en dessous, ça aurait été une bonne nouvelle. Et si ça avait été au-dessus, ça aurait été une mauvaise nouvelle. Donc là, on est à 0,1 point au-dessus, ce qui est donc une mauvaise nouvelle, ce qui expliquait la petite frayeur sur les marchés hier soir. Et pour l'instant, ça a bien repris, étonnamment. Pourquoi est-ce que ça a bien repris? On va essayer de regarder. Et on a Grayscale qui nous a fait une théorie assez sympa, je trouve, qui nous dit que en fait l'inflation, ça va engendrer, ça va impliquer plus de demandes pour le BTC. En fait, en gros, l'idée derrière ça, c'est de dire que, je vais reprendre les bases de 2 minutes. Pourquoi, au niveau macroéconomie, une inflation au-dessus du consensus, au-dessus de l'attente du marché, c'est mauvais? Parce que le but de la Fed, c'est de maintenir l'économie sur pied et de garder une inflation en contrôle. De garder contrôle sur l'inflation. L'inflation objective, c'est entre 2 et 3%. Idéalement, c'est 2%, mais on revient tellement loin qu'on dit entre 2 et 3%, ça roule. Donc comment elle va garder cette inflation en contrôle? Elle va augmenter ce taux d'intérêt, et du coup les investisseurs, ils vont aller se réfugier sur le dollar, ce qu'on appelle un risk off, parce que quand tu paries sur le dollar, tu paries sur la monnaie mondiale, les États-Unis, tu as très peu de chances que tu fasses un mauvais investissement, entre guillemets. Et lorsque tu as beaucoup de rendement, lorsque la Fed augmente son intérêt, et les investisseurs vont avoir un rendement assez élevé sur un actif qui est très peu risqué, le dollar. Du coup, tout l'argent va aller sur le risk off. Donc, généralement, tu maintiens les taux d'intérêt assez élevés comme ça. Ensuite, l'inflation chute, ou commence à chuter, ou chute, et lorsque l'inflation arrive à l'inflation ciblée, c'est-à-dire entre 2 et 3%, et là, la Fed va commencer à réduire ses taux d'intérêt pour, entre guillemets, un peu accélérer l'économie, la laisser un peu reprendre de la respiration, etc., relancer l'économie tout simplement. Et là, les investisseurs, ils ne vont plus avoir leur aussi haut rendement sur du risk off, le dollar, et ils vont aller devoir chercher du rendement sur des risques on, sur les marchés financiers, généralement, l'equity, l'immobilier, un peu tout ce que vous voulez. Et les marchés financiers, nous, c'est ça qui nous intéresse, donc les actions, et ensuite les crypto-monnaies, tout simplement. Et du coup, le fait qu'on ait une inflation au-dessus du consensus et au-dessus des attentes du marché, ça nous dit que la Fed va probablement pas baisser les taux d'intérêt autant qu'elle aurait voulu, et du coup que les investisseurs vont pouvoir aller chercher leur rendement sur le dollar qui est un risk-off pendant plus longtemps que ce qu'on avait espéré. Et du coup, ça veut dire que nous, de notre côté, sur les marchés financiers, les cryptos, les actions, on va encore souffrir pendant pas mal de temps, voilà, tout simplement. Et eux, du coup, Grayscale, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, de par tout ce que je viens de vous expliquer en, 2-3 minutes, c'est mauvais pour le Bitcoin, le fait qu'on ait une inflation au-dessus des attentes, puisque tout ce que je viens de vous dire, mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait une forte inflation, c'est-à-dire que la Fed n'arrive pas à bien gérer le dollar, que le dollar perd de sa valeur, etc., que le porteur moyen perd du pouvoir d'achat, parce que c'est la réalité, et du coup, à la fin, les gens vont venir se réfugier sur le Bitcoin pour ce qu'il était censé être depuis toujours, c'est-à-dire une réserve de valeur. Donc en gros, ils disent qu'à court terme, c'est une mauvaise nouvelle, de par le chemin classique qu'on connaît, mais ensuite à moyen et long terme, les gens vont se rendre compte que le Bitcoin, ça sert exactement à contrer cet effet-là. Donc c'est assez intéressant comme point de vue. Évidemment, en tant que Bitcoiner, en tant que mec dans la crypto, j'espère qu'ils ont raison, même si je ne pense pas. Je pense qu'on est encore un peu trop early. Pour moi, le Bitcoin vient de sortir de sa période d'adolescence. On commence à, on va dire, 18, 19, 20 ans. On commence à rentrer dans le cours des grands, mais on n'y est pas encore fortement installé. Et c'est dur pour des mecs, des institutionnels, des gestionnaires d'actifs, etc., qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de cash. Même s'ils commencent à comprendre Bitcoin, c'est dur de déplacer 500, 600, 700 millions de dollars sur BTC. C'est un actif qui a que 10 piges. Je pense que tu as un peu de mal à faire ça. Et aussi parce qu'à la tête de tous ces gestionnaires d'actifs, on va dire c'est des boomers. Je dis pas ça dans une mauvaise manière, mais c'est des mecs d'une autre génération que nous, quoi.
Donc c'est comme nous, enfin quand je dis nous, c'est comme les mecs de 20, 20 25 piges maintenant, quand ils auront 50, 55 ans, ça va être dur pour eux d'adopter les nouvelles générations dans 20, 30 ans. Donc, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu de temps, que le Bitcoin vraiment prenne un peu plus de maturité, que les investisseurs soient plus confiants sur le Bitcoin, puisque nous, on pense que Bitcoin dans 10 ans, il sera encore là, mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Voilà. Et niveau news, un autre niveau de news macro, alors on a la décision de la BCE qui va être une news assez importante aujourd'hui à 14h15 chez moi, donc à 8h chez vous, je pense. C'est une news importante, mais beaucoup moins que ce qui se passe aux États-Unis. On regarde généralement uniquement les États-Unis. Après, pourquoi aussi la BCE, ça va être important? Parce qu'en Europe, c'est plus compliqué à gérer, forcément, parce qu'on a plusieurs États. Et aux États-Unis, en gros, Jérôme Powell, le chairman de la Fed, évidemment, il va devoir baisser le taux d'intérêt, parce que sinon, ça va causer pas mal de problèmes à cause des banques. Parce que là-bas, les banques sont toutes dans le négatif, en moins-value latente, et il va falloir relaxer un peu la pression sur les banques, sinon on va avoir une crise bancaire comme on a connu il y a un an, pile, en 2023, mars 2023, etc. Et au niveau en Europe, c'est pas les banques qui sont en jeu, c'est plus des États. Donc c'est assez compliqué et c'est pas le même niveau de problème. Bref. Passons directement à l'analyse technique rapide. Niveau sur BTC, on est en 4 heures. Donc ici, assez grosse chute, hein. On est passé de 71 000 $ par BTC, on a connu un moins 10% en quelques, je pense, un jour, 2 jours, parce que là je suis en 4 heures, une bougie est égale à 4 heures, assez compliqué. Et ici c'était le 10 avril, donc c'était la news de l'inflation, du coup, qui était une mauvaise nouvelle macro. Donc logique, hein, on perd pas mal de pourcents, on perd 3%, mais étonnamment, le BTC réagit super bien au contact de cette trendline qui est un support et nous imprime 3 bougies donc en 12 heures pour aller carrément plus haut qu'avant la baisse. Donc assez étonnant. Peut-être que c'est Grayscale qui avait raison, etc., etc. Ou peut-être que tout simplement c'est des opportunistes qui ont profité de cette mauvaise news macro pour acheter du BTC à bas prix, même si je pense qu'évidemment que 70 000 $, c'est pas un si bas prix que ça. Mais en tout cas, très bonne réaction du BTC, à part ça, rien d'autre à dire. Niveau daily, etc., on est toujours dans notre range, toujours le même. Donc voilà, mon plan ne change pas, je vais pas vous parler de 10 minutes d'un truc qui ne change pas spécialement. Niveau ETH, pareil, on s'est pas mal, alors moins bien repris, on a pas mal chuté hier, avec la mèche ici, et là on est encore en train de se redresser, on est en milieu de range, donc au niveau trade, rien à dire, pareil, tu rentres pas dans un milieu de range, si tu es très gourmand, tu vends en haut du range, tu achètes en bas du range, je ne le conseille pas, évidemment, parce que le jour où ETH décide de partir, il partira sans toi, et là ça fera très mal, donc quitte à faire ça, si tu veux t'amuser, peut-être faire ça avec 10-15% de son bag, franchement, je ne recommanderais pas plus, et mais moi je dirais le faire pas du tout. Autre crypto intéressante, c'est Tao. Tao, hier, on avait vu que c'était, on était dans une très bonne dynamique, on avait un price action, un daily qui était assez joli, même en 4 heures, et on voit que, regardez, en 4 heures, on avait connu une jolie impulsion, on avait très bien réagi sur ce support-là, on avait gagné plus de 15%. Malheureusement, hier, on s'est fait ravaler toute notre hausse et on a connu un moins 15% pour revenir toucher ce support-là. Donc en fait, assez compliqué, hein. Toute la hausse qu'on a faite, tout le travail des boules n'a servi à rien, même si c'est pas très grave puisqu'on n'a pas vraiment fait de figure de retournement de tendance court terme qui nous indiquerait un avenir vers le sud. Tu vois. Pour l'instant, on n'a pas fait un bas vraiment plus bas que l'ancien, etc. etc. Tant qu'on ne bricote pas ce support-là, des 550, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas de quoi s'inquiéter selon moi. C'est juste que c'est très volatile et comme dans tout range, ça monte, ça baisse, on s'en fout. La chose qu'il ne faudrait pas trop que ça fasse, ce serait qu'on clôture en dessous des niveaux des 550 $, parce que c'est là où il y a beaucoup de boules qui sont positionnées, et si on clôture en dessous, on peut faire comme ici, on clôture en dessous, pullback, et on va chuter vers les 450, voire 400 $, même si très honnêtement j'y crois pas, à moins que BTC aille en dessous des 50 000 $, pardon. Autre graphique qui est intéressant que je regarde souvent, c'est la market cap sans BTC, sans ETH. Donc en gros, c'est la market cap des altcoins où en fait tous les indicateurs sont plutôt en surchauffe, ce qui était le cas avec tous nos altcoins qu'on regardait souvent, hein, typiquement Tao, etc. Moi, ça m'arrange parfaitement qu'ils continuent à range 2, 3, 4 semaines, puisque ça permet à tous les RSI, à tous les indicateurs techniques de reprendre un petit peu de souffle pour vraiment repartir de plus belle lors de la prochaine impulsion haussière. Donc parfait. Malheureusement, les indicateurs techniques sur ce graphique-là sont encore trop en surchauffe et on est venu typiquement se faire rejeter sur cette grosse résistance parce qu'on n'avait plus assez de momentum pour break out cette résistance. Et encore une fois, qu'il en saute ainsi, c'est très bien, et comme tout le monde, hein, comme tous les graphiques à chaque fois, on va venir essayer de temporiser, latéraliser,
faire impulsion, latéralisation, impulsion, pullback, impulsion, latéralisation, etc. Jusqu'au moment, en fait, ça c'est typique, mais donc là, impulsion, latéralisation, je vous le refais, hop, on break out, machin, on va refaire une latéralisation jusqu'au moment en fait où il n'y aura plus de latéralisation. Et tout ce qu'on va faire, ça va être juste pump. Il n'y aura plus de, entre guillemets, de second souffle, etc. Le marché ne va jamais se reposer. Et bien là, pour moi, et pour tout le monde d'ailleurs, ce sera un des indicateurs qu'on sera en top de bull run et vraiment en phase d'euphorie. En phase d'euphorie, il n'y a plus de latéralisation, il se passe des choses tous les jours, ça fait que pump. Donc tant mieux que ce ne soit pas le cas actuellement, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, dernier ratio intéressant, Ethereum BTC, pareil pour les plus gourmands, et quand tu vois ça, tu swaps tes BTC pour aller sur le TH pour jouer ici, comme à chaque fois, mais ça reste très risqué évidemment. Je pense que si j'avais des BTC de TH, je ne le ferais quand même pas. Mais en tout cas, très bien qu'on soit revenu réintégrer cette pattern qu'on regarde depuis maintenant pas mal de temps et que je vais continuer à regarder, je peux vous en assurer. Et dès qu'on va à la breakout, ça va être très très intéressant. Écoutez, voici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao.